Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à toi dans cet épisode où j'ai envie de parler à ton cœur. On va parler de crise, de débordement, de ta relation, de qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, qu'est-ce qui abîme ta relation avec ton enfant qui a un TDAH et qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider. Tout d'abord, si tu es la maman d'un enfant qui a un TDAH ou tu as une suspicion, tu penses qu'il a un TDAH, tu sais très pertinemment que pendant la journée, que tous les jours, c'est les montagnes russes, que ce soit au niveau des émotions, des crises, des efforts qui sont très souvent invisibles de sa part. Alors ça, je ne sais pas si tu en es consciente ou pas, mais aujourd'hui, on va en parler. Tous les efforts invisibles que ton enfant fait, que ce soit à l'école, que ce soit avec toi à la maison, que ce soit avec ses frères et sœurs, avec ses amis, à l'extérieur, quand il va dans des endroits où il y a plein de gens, plein de monde, à chaque moment, il fait plein de petits micro-efforts invisibles qu'on ne voit pas et qu'on peut parfois sanctionner sans le faire exprès. Aujourd'hui, à la fin, tu le verras, Inch'Allah, j'ai envie de te dire que tu n'es pas le problème et aussi que ton enfant n'est pas le problème. Il y a le TDAH entre vous qui ajoute, qui ramène de la complexité et qui ramène des difficultés. Et c'est important de le connaître, de bien l'apprivoiser et apprendre à vivre avec pour justement renouer cette relation et retrouver un apaisement dans votre foyer. Évidemment que ton comportement et ta posture et tout ce que tu vas mettre en place va avoir un impact sur ton enfant, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont hors de notre portée. Il y a énormément de mamans, de parents qui sont parfaits, qui appliquent tout ce qu'on leur demande de faire, qui mettent plein de choses en place, mais qui galèrent encore avec leurs enfants. Il faut savoir que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'apaiser les cœurs, est capable de guider nos enfants vers le droit chemin et que nous, on est là pour faire les causes. Et parmi ces causes-là, c'est de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces quatre lettres, TDAH, trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Évidemment, si tu as des suspicions, n'hésite pas à les consulter pour avoir un diagnostic officiel posé par un professionnel spécialisé. C'est toujours mieux parce que tu auras des réponses exactes à tes questions. Avant de commencer, je voudrais aussi te dire que tu n'es pas seul. Oh non, 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 tu n'es pas du tout seul. Il y a beaucoup de parents qui vivent exactement la même chose que toi. Et quand bien même, quand tu fermes la porte et que vous êtes seul à la maison et que tu vois ces débordements, tu vois ces crises, tu vois que ça le dépasse lui, mais ça te dépasse toi aussi, que parfois tu te sens tellement impuissante face à tout ce qu'il vit. Tu as envie de prendre sa tristesse, de prendre sa colère, de la prendre pour toi. Sache que tu n'es pas seule. Sois même sûr que tu n'es pas seule. Dans cet épisode-là, on va voir les 7 raisons qui peuvent se cacher derrière ces crises, derrière ces débordements. Parfois, ce qui peut résulter de ça, c'est une non-coopération de l'enfant. Il ne t'écoute pas, il s'oppose et on a du mal à comprendre, ce qui se passe. Alors il y a plusieurs enjeux qui peuvent se cacher derrière tout ça. Je détaille encore plus tout ça dans une conférence totalement offerte que tu peux trouver dans la description ici en bas. Il s'intitule «Comment tout part en vrille à la maison à cause du TDAH et comment sortir du cercle vicieux». Revenons aux 7 raisons qui se cachent derrière les crises. On va commencer par la première qui, je ne sais pas si tu t'en doutes ou pas que ça fait partie, du TDAH, que c'est un symptôme, intrinsèque, même si on n'en parle vraiment pas beaucoup, mais il est très, très, très central dans le TDAH. Peut-être que tu la vis aussi si tu es concerné. C'est l'hyperréactivité émotionnelle. C'est la dérégulation émotionnelle. Et je t'invite à imaginer un cœur qui ressent tout très, très, très fort, plus vite et plus longtemps. Les émotions quand elles arrivent, comme par exemple la colère, qu'on a voilà, qui est la plus, spectaculaire, si je peux utiliser ce mot, c'est, une colère qui va venir, qui est instantanément, qui va être tellement intense qu'elle peut sortir du contrôle de l'enfant surtout et qu'il a du mal à réguler. Il a du mal à revenir à un état neutre, un état calme, un état de stabilité. Son cerveau a du mal à le faire tout seul. Et cet enfant-là a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sa régulation émotionnelle
parce que son cerveau a du mal à le faire. Il y a aussi plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous apprend à comment canaliser cette colère, à comment la maîtriser. Il y a aussi beaucoup d'astuces qu'il nous a également transmis pour calmer cette colère et la maîtriser. Et n'hésite pas à les transmettre à ton enfant dès le plus jeune âge. N'attends pas, ne te dis pas que c'est des choses que pour les adultes. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim quand on se met en colère. Donc ça, c'est une invocation que tu peux apprendre à ton enfant dès qu'il commence à parler et dès qu'il commence à comprendre et dès qu'il commence à échanger, dès qu'il en est capable en fait, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi c'est quelque chose qu'on attend en fait d'appliquer quand on est grand. Et encore, je sais que même à l'âge adulte, parfois, on oublie de le faire. Donc c'est un entraînement et je t'invite à vraiment l'utiliser. Sache que quand ton enfant a une réaction qui peut paraître exagérée de l'extérieur, ce n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Parce que pour lui, la moindre contrariété, il la vit comme un ouragan à l'intérieur. C'est vraiment hyper intense et il a du mal à contrôler. C'est pour ça qu'on parle de débordement, overwhelming. Ce n'est pas parce qu'il veut exagérer, c'est vraiment parce que son cerveau n'a pas de frein. Et plus il est petit et plus les freins marchent pas bien, quoi. Donc ça va se développer, donc rassure-toi, ça va se développer, il sera de plus en plus capable de le faire, mais il aura très souvent un retard par rapport aux enfants de son âge. Je sais que pour toi, ça peut être très épuisant, des explosions pour des petites choses. Rappelle-toi juste que ce n'est pas ton enfant qui est contre toi. En fait, il n'est pas en train de réagir, de faire ça contre toi. C'est vraiment plus fort que lui et vous êtes tous les deux dans la même bataille. La deuxième raison qui se cache derrière les crises, les débordements, les oppositions, c'est, et je pense que celle-là tu la connais très très bien, c'est l'impulsivité. Oui, pourquoi je dis que tu la connais très bien? Si tu la connais pas, c'est ok, tu la découvres, mais c'est parce que l'impulsivité fait partie des symptômes du TDAH. Être impulsif, c'est vraiment agir avant de réfléchir ou bien agir sans réfléchir. Je sais pas si tu peux imaginer comme si tu étais en train de regarder un film. Donc tu regardes un film, là, c'est de l'action, tu es à fond dans le film et tout. Et à un moment, tu as trop de données, trop d'informations et tu aimerais juste faire une pause, d'accord? Faire une pause, aller aux toilettes, voilà, te reposer de toutes ces informations juste pour assimiler, pour être là, ancrer la chose. Et en fait, tu cherches la télécommande, tu la trouves pas. Tu peux pas faire pause. Le film, il continue et les informations continuent à arriver. C'est exactement ce qui se passe dans le cerveau de ton enfant. C'est que lui, les informations arrivent, il a pas de frein, il a pas de pause, il a pas de filtre et il va juste agir, bam, sans réfléchir et parfois même il fait la dinguerie, il fait la bêtise, il la découvre en même temps que toi. C'est difficile à concevoir quand on n'a pas cette impulsivité, mais si toi aussi tu es concerné par le TDAH, tu vas parfaitement comprendre ce que je suis en train de raconter, mais parfois c'est compliqué à concevoir pour des personnes qui ne sont pas concernées, qui n'ont pas cette impulsivité en eux. Et du coup, quand son émotion surgit, que ce soit la peur, la tristesse, la colère, quand il y a une idée qui va arriver, eh ben, il aura du mal à la canaliser, il aura du mal à la maîtriser, il aura du mal à l'arrêter. Ça va surgir d'une manière tellement intense et ça va sortir sans lui laisser le temps de réfléchir. Et du coup, il aura du mal à faire pause, il aura du mal à se dire: «Bon attends, réfléchis et maintenant, réfléchis avant de répondre». Il aura du mal à se dire: «Bah vas-y, respire avant de répondre» et cetera. Donc c'est quelque chose qu'il aura besoin d'apprendre pour que plus tard et petit à petit et avec le temps, il y arrive. Ce qui va se passer, c'est qu'il va exploser avant même lui-même de comprendre ce qui se passe dans son corps, dans son cerveau. Il va crier, il va taper, il va fuir parfois, il va claquer les portes, il va et c'est après qu'il aura très très honte de ce qu'il a fait. Sache que la première personne qui souffre de l'impulsivité, la première personne qui souffre de ces crises, qui le débordent, qui le dépassent, c'est ton enfant. Il est le premier à souffrir de ces symptômes, il est le premier à souffrir de ces débordements parce qu'il a du mal à les canaliser. Et dis-toi aujourd'hui que si il déborde, ce n'est pas par défiance, ce n'est pas contre toi, c'est plus fort que lui. La troisième raison qui peut se cacher derrière les crises et les débordements de ton enfant, c'est
la difficulté à s'organiser. Alors évidemment qu'il y a des émotions qui vont être liées à ça, parce que quand tu as du mal à t'organiser, forcément, tu es frustré. Forcément, tu oublies des choses. Forcément, tu perds des choses. Et ça te génère des émotions désagréables et ça fait que ça peut partir en cacahuète à n'importe quel moment. Et il y a aussi la fonction exécutive qui est souvent, on en parle souvent avec l'organisation, c'est la planification. Bon, déjà, il y a une différence entre organisation et planification. L'organisation, c'est dans l'environnement. D'accord? Donc, il va perdre ses affaires parce qu'il les a pas posées au bon endroit. Il y aura tellement un désordre dans sa chambre, dans son bureau, où rien n'est à sa place, qu'il aura du mal à retrouver ses affaires et il aura aussi du mal à structurer son cerveau parce que, il est en train d'analyser tout ce qu'il y a autour de lui. Et donc, c'est difficile pour lui de se concentrer. Vous voyez, tout est lié. Et la planification KIF, c'est elle qui permet de planifier les tâches, de savoir par quoi commencer, de suivre un ordre logique. Et ton enfant, quand il ne sait pas par quoi commencer, quand il saute d'une activité à l'autre, quand il perd ses affaires, oublie ses consignes, etc., eh bien forcément, ça génère du stress en lui. Et ce stress-là, il va finir en crise parce qu'il y aura une tâche qui va lui paraître trop grosse, voire impossible. Il ne saura pas par quoi commencer et ça va énormément le frustrer. Et c'est de là où il peut s'effondrer, il peut s'énerver, il peut pleurer et il peut même en vouloir au monde entier parce que lui, il n'y arrive pas. Et parfois, tu sais, on va avoir des ordres du style vas-y, range ta chambre, fais ci, fais ça. Et en fait, il va arriver devant la chambre, il voudra coopérer avec toi, il veut faire ce que tu lui demandes. Mais il saura tellement pas par quoi commencer, il sera perdu, que là, ça va énormément le frustrer, ça va le stresser et ça va générer une anxiété et une colère tellement grande qu'il ne va pas coopérer et en même temps, ça va partir en crise. La cinquième raison qui peut se cacher derrière, c'est la gestion de temps. C'est un concept tellement abstrait pour les cerveaux qui ont un TDAH. Quand je dis gestion de temps, c'est quoi? C'est vraiment une perception du temps qui est différente. C'est le fait d'anticiper les tâches et leur durée. Et aussi pendant qu'on est en train de faire la tâche. Tu sais, quand on est en train de faire quelque chose qui nous plaît, on a l'impression que le temps est passé tellement vite. On a passé 3 heures, mais dans nos têtes, c'est que 10 minutes. Et de l'autre côté, quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas du tout, pour laquelle on n'a pas d'intérêt, pas de motivation, pas de récompense, rien, il suffit qu'on passe 5 minutes sur ça, qu'on ait l'impression que ça fait une éternité qu'on est en train de la faire. Et le fait que chez l'enfant qui a un TDAH, le temps soit abstrait, qu'il ait du mal à conscientiser le temps et à savoir combien de temps est passé pendant qu'il fait telle ou telle tâche, tout ce qui est transition, tout ce qui est arrêter les écrans quand il est en train de regarder un dessin animé ou un film, quand il est en train de jouer aux jeux vidéo, quand il est en train même de faire ses Legos, voilà, de s'amuser, de faire quelque chose qu'il aime, le fait de lui arrêter, tu vas lui dire: «Ah, ça fait 1 heure que tu joues», puisque dans sa tête, il y a pas la notion de temps, il se rend même pas compte qu'il était en train de jouer pendant 1 heure. Donc cette difficulté à percevoir le temps, ça peut, générer des crises, vraiment très, très grandes quand on lui demande d'arrêter de faire quelque chose qu'il est en train de faire et qui le passionne. La sixième raison, c'est l'inhibition. L'inhibition qui est, un luxe inaccessible pour les enfants qui ont un TDAH. L'inhibition, ça rejoint un peu l'impulsivité, mais c'est encore plus large que l'impulsivité, parce que l'inhibition, c'est vraiment faire abstraction de ce qu'il y a autour de toi, faire abstraction de tes pensées, faire abstraction des pensées inutiles dont tu n'as pas besoin, faire abstraction de l'environnement, de ce qu'il y a autour de toi et qui n'est pas utile pour toi. C'est le fait de se retenir avant d'agir, c'est le fait de résister à une envie qui arrive de manière impulsive parfois. Te donner une image de l'impulsivité, c'est comme quand tu as besoin, tu vois, de gratter. Tu as un bouton qui te gratte et on te dit attention, il faut pas gratter parce que ça risque de s'infecter. Alors quand tu as cette fonction exécutive qui s'appelle l'inhibition, tu as envie d'aller gratter, mais tu sais qu'il faut pas gratter, donc tu vas pas aller gratter. Un enfant qui n'a pas cette inhibition-là, il va pas se dire: «Ah oui, il faut pas que je», en fait, il va tout de suite aller gratter et c'est au moment où il va gratter, c'est là où il va se dire: «Ah, fallait pas que je gratte». Quand il y a de ces difficultés d'inhibition, c'est que quand il est, par exemple, dans une pièce
et qu'il y a trop d'objets, il y a trop de données, il y a des tableaux, il y a trop de couleurs, il y a plein de choses autour de lui, eh bien son cerveau n'a pas les capacités pour inhiber les données qu'il y a autour. Ça veut dire que son cerveau va continuer d'analyser en permanence ce qu'il y a autour de lui. Et ça va vite le surstimuler. Son cerveau va être surchargé et donc il n'aura plus beaucoup de place pour accueillir les émotions, pour gérer des choses, pour être calme, pour gérer sa crise. Aussi, une raison principale qui se cache, qui est invisible et qui est derrière les crises qui peuvent se manifester, c'est le fait d'avoir ces difficultés d'inhibition. Sache juste qu'il ne choisit pas d'être désobéissant, c'est plus fort que lui. Il n'a pas encore le frein pour se retenir. La dernière, c'est la mémoire de travail. C'est quoi la mémoire de travail? La mémoire de travail permet de garder l'information pendant une courte durée pour l'utiliser dans des tâches du quotidien. Alors l'exemple que j'aime trop donner, bon, je te raconte. Moi, quand j'étais petite, j'habitais au Maroc. Et donc ma mère ou ma grand-mère me demandait d'aller acheter 3-4 choses chez l'épicier en bas de la maison. Et donc elle me donnait une liste de choses à acheter. Sauf que cette liste-là, elle n'était pas écrite. Il fallait que je m'en rappelle. Donc il fallait que je stocke ces informations-là pour aller chez l'épicier, lui dire ce que j'avais besoin d'acheter et revenir à la maison. Donc, moi, puisque j'avais des oublis, je te rappelle, j'ai un TDAH, c'était très compliqué pour moi de me rappeler de la liste de courses de ce qu'il fallait acheter. Donc, je passais tout le trajet à me répéter dans ma tête ce qu'il fallait acheter. Farine, sucre, nanani nana. Et donc, ces informations-là devaient rester stockées dans la mémoire de travail pour que quand j'arrive chez l'épicier, je puisse les lui dire pour qu'il me donne ce que ma grand-mère ou ma mère voulait que je lui achète. Cette mémoire de travail, elle est plus courte chez les enfants qui ont un TDAH. Et en fait, ils vont perdre le fil, ils vont oublier ce que tu leur as dit. Genre, il y a ça, tu dis, mais je viens te le dire en fait. Et s'il ne fait pas en conscience et qu'il fait pas un effort colossal pour se rappeler de ce que de ce que tu avais envie de lui dire, s'il n'est pas pleinement présent avec toi, c'est compliqué. En fait, ce qui arrive, c'est que à cause de ces difficultés liées à la mémoire de travail qu'il a, eh ben, il est tout le temps accusé de pas écouter, de pas vouloir coopérer, de pas faire d'efforts, etc. Et ça le frustre parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, ce n'est pas un manque de volonté, c'est vraiment, vraiment plus fort que lui. Et donc, ça génère forcément des débordements, des crises, des disputes, voilà, ça part en vrille et c'est pas évident ni pour lui, ni pour toi, ni pour tout l'entourage. Et du coup, c'est ça la vie quotidienne d'un enfant qui a un TDAH. Quand il oublie, quand il s'éparpille, quand il s'énerve parce qu'il est en débordement, parce qu'il y a eu quelque chose qui a changé et que les changements, ça peut être parfois difficile pour lui. Ce n'est pas du je m'en foutisme, ce n'est pas de la provocation, ce n'est pas juste il veut t'énerver, c'est vraiment neurologique et c'est compliqué pour lui. Là, je t'invite à imaginer, genre de te mettre dans la peau de ton enfant et d'imaginer toute la journée donc qu'il passe à l'extérieur ou même à l'intérieur de la maison avec toute la famille, etc., obligé de faire taire son envie de bouger, son besoin de bouger, son impulsivité, sa dérégulation émotionnelle. Il fait un effort colossal pour maîtriser tout ça. Il fait un effort pour pas parler, il fait un effort pour pas être trop, il fait un effort pour vraiment essayer de maîtriser un maximum ces symptômes du TDAH. Obligé de s'adapter à un monde qui ne suit pas forcément son rythme intérieur. Vraiment, moi je l'imagine pour l'avoir vécu comme si on te demandait de retenir ta respiration, genre, pendant des heures, genre, t'es là, tu dois pas être toi. Et bah forcément, à un moment donné, ça va exploser. Et quand est-ce que ça explose? C'est quand on est avec notre figure d'attachement, avec les personnes qui vont pouvoir accueillir tout ça, avec nos parents, avec les personnes les plus proches de nous. Et je sais que toi aussi, tu es épuisé. Et je sais que tu sais pas trop comment réagir. Et parfois même, je le sais parce que j'ai accompagné énormément de mamans, exactement comme toi. Tu as envie de ne pas crier, tu as envie de ne pas faire de chantage, tu as envie de ne pas menacer. Et parfois, c'est plus fort que toi. Peut-être parce que tu as déjà vécu ça, que toi aussi, on t'a parlé de cette manière. Toi aussi, on t'a rabaissé. Toi aussi, on t'a insulté peut-être. On a été violent avec toi. Donc, tu ne connais pas une autre façon de faire.
Très certainement parce que, bah, tu jamais appris. On ne nous apprend pas à être parents, on nous a pas donné la notice, comment il faut se comporter, qu'est-ce qui va aider, qu'est-ce qui va pas aider. Peut-être que tu ne connais pas le fonctionnement du cerveau de ton enfant. En tout cas, j'espère que dans cet épisode-là, tu as pu en avoir, un peu plus, d'éclaircissement pour comprendre ton enfant, pour, l'aider au quotidien, pour juste être dans l'accueil, dans la compréhension, dans la rahma, la compassion. Parce que je l'ai vu et je l'ai vécu et je le sais, je suis passée par là moi aussi. Je ne savais absolument rien de la parentalité. Je ne savais absolument rien de la neuroatypie. Quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai tout découvert. J'ai tout, mais moi, je pense que je partais tellement de -1000. Je savais même pas comment changer une couche pour te dire. Donc, vraiment, je pars de très, 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 très loin. Quand tu me parlais d'éducation, je me disais: «Mais, je vais juste faire comme mes parents m'ont dit» ou bah, je vais faire, par intuition ou je vais faire, voilà, on va improviser en fait. On va Mais subhanallah, ça s'improvise pas. Nos enfants sont une amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. On est responsable d'eux et c'est de notre devoir de travailler sur nous, nous dépouiller de tout ce qu'on a, d'aller faire des thérapies et tout et aussi, mais surtout de comprendre le fonctionnement de leur cerveau, encore plus quand ils sont neuroatypiques et qu'ils vivent des difficultés et des souffrances intérieures qui sont invisibles pour le monde. Donc déjà, l'entourage va les détruire, va les casser, va dévaloriser, va les rabaisser. Donc ce serait bien que nous aussi, on fasse pas la même chose. Au moins, on essaye de compenser comme on peut ce qu'ils peuvent vivre de difficile à l'extérieur et d'essayer de leur donner ou de leur donner la force nécessaire pour qu'ils soient solides eux-mêmes de l'intérieur, booster leur confiance en eux, leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils n'aient jamais, jamais, jamais besoin d'une validation extérieure, qu'ils ne se sentent jamais moins que les autres parce qu'ils ne sont pas moins que les autres, même si c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à vouloir leur faire croire. Je te souhaite le meilleur, prends soin de toi et rappelle-toi, ce n'est pas contre toi, c'est vraiment plus fort que lui. Qu'Allah vous facilite. Si le podcast t'a plu, si tu as pu apprendre de nouvelles choses, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles, à le partager avec tes proches, à le partager autour de toi pour le faire connaître et partager ces informations à un maximum de personnes. Je te dis à bientôt, Inch'Allah, prends soin de toi. Salam alaikum.